RCF. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, vous entendrez la musique utilisée dans un seul film. Mais quel film? Il a beaucoup marqué son époque de sortie et encore aujourd'hui reste sans doute un petit peu mythique. Il s'agit de Farinelli. Ce film est sorti en France le 7 décembre 1994. Il est réalisé par un Belge qui s'appelle Gérard Corbiot. Le titre italien d'exploitation ensuite sera plus explicite, Farinelli il castrato, ce qui pourrait se traduire, même sans connaître l'italien, par Farinelli le castrat. Gérard Corbiot est donc un Belge né en 1941, connu aussi pour deux autres films musicaux assez comparables, Le Maître de musique en 1988 avec le grand chanteur lyrique José Van Damme, film d'époque on va dire, et puis en 2000 Le Roi danse, où on nous raconte la rencontre de Louis XIV et du musicien Lully en 1653. Lully venu d'Italie comme, on va dire, petit page et qui devient un des musiciens les plus importants de cette époque. On y trouve Molière. Beaucoup d'acteurs connus jouent dans ce film, Le Roi danse, en 2000, et une musique dite d'époque et qui est tout à fait signifiante et qui se veut relativement authentique. Il signera aussi quelques autres films qui ont peut-être pu vous marquer. L'année de l'éveil en 1991, qui se passe dans les années 40. On y trouve Grégoire Collin, Laurent Gréville et Martin Lamotte. Mais aussi un téléfilm de 2003 très intéressant, Saint-Germain ou la négociation, où on trouve en scène en 1570 en France Catherine de Médicis, la reine mère, veuve d'Henri II, et son deuxième fils qui va régner à ce moment-là, Charles IX. On y trouve Jean Rochefort, Marie-Christine Barrault, Rufus et quelques autres acteurs. Alors, revenons au film Farinelli. C'est un film historique. Il raconte avec quelques libertés avec la vérité la vie du chanteur lyrique Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, dit Farinelli. Né à Andria en Italie en 1705, est mort à Bologne en Italie toujours à 77 ans en 1782. Selon une mode venue de l'Orient et pratiquée en Italie à partir du milieu de la Renaissance vers 1550, il fut castré dans sa jeunesse pour conserver sa voix enfantine exceptionnelle juste avant sa mue. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler une mutilation, ce sont simplement une opération particulière qui permet à l'enfant ou qui ne lui permet pas de muer justement. Et ce n'est pas non plus les voix qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de contre-ténor ou haute contre. La voix masculine chante simplement en voix de tête ou voix de fossé. Et ce n'est pas du tout les mêmes qualités esthétiques, dit-on, de ce qu'étaient les voix des castrats. Au théâtre, il chantait des rôles masculins, surtout des rôles un peu de personnages qu'on veut mettre un peu à part par cette voix étrange, un peu hors du commun. Roi, empereur, dieu, au-dessus, je dirais, de la mêlée. Et ce fut encore fréquemment le cas jusqu'au début du XIXe siècle dans des opéras tardifs de Donizetti ou Rossini. Et au Vatican pour le chœur de la chapelle Sixtine jusqu'en 1898, quand le pape Léon XIII définitivement mettra fin à cette pratique et mettra en retraite anticipée tous les castrats qui étaient encore nombreux à chanter dans cette chapelle Sixtine. Les seuls enregistrements connus d'ailleurs sont ceux effectués en 1904 avec le castrat du Vatican Alessandro Moreschi, mais la qualité en est très approximative parce que la technique d'enregistrement était ce qu'elle était en 1904 et il était déjà relativement âgé, donc je vous n'en passe pas d'extraits qui ne sont pas forcément très très intéressants en soi. Enfin, les castrats de l'opéra furent aussi justifiés justement par l'interdiction pendant longtemps d'interdire les femmes dans l'art lyrique et cela a ainsi continué puisque c'était, encore une fois, des voix féminines même s'il s'agissait de rôles masculins. Leur prestige était immense, ils étaient très vedettisés, ils attiraient les foules au détriment même de leur équilibre mental. Pour Farinelli, comme pour d'autres, c'étaient des êtres torturés à l'ego démesuré et parfois au dessein tragique.
Farinelli chanta en public à Naples pour la première fois à 15 ans en 1720 et sa carrière fut très vite internationale jusqu'en Angleterre où on le voit dans le film s'affronter à Handel qui fait de l'opéra italien en Angleterre et qui va avoir fort à faire avec ce personnage imprévisible. On le trouve aussi en France où il chantera à l'époque de Louis XV, devant même le roi Louis XV, en Espagne où il restera une vingtaine d'années aux côtés de Scarlatti. Enfin, il finit ses jours en Italie, riche et chargé de gloire, dit-on. Alors, pour ce film, Gérard Corbiot a fait appel à des compositeurs de cette époque, donc de l'époque authentiquement de Farinelli. Précision encore, le rôle est tenu par Stefano Dionisi. Riccardo Brocci, son frère, un peu impresario et compositeur qu'on entend dans le film, Enrico Loverso. Le Handel très crédible, très truculent que l'on trouve ici, très colérique, Jérôme Crabé. Mais on a aussi Caroline Cellier et Elsa Zilberstein dans les rôles féminins. Donc cette musique est chantée par Eva Malas-Godlewska, une polonaise chanteuse lyrique, une voix plutôt grave, ou soprano coloratura, qui fait carrière en France, et qui est mixée électroniquement avec la voix de Derek Lee Reagan, un contre-ténor américain, justement, un chanteur qui chante dans l'aigu, on en a des exemples assez médiatiques aujourd'hui, et ce mélange électronique subtil essaye de restituer le timbre supposé authentique de la voix de Castra, avec des témoignages qui sont quand même pas de première main. Ben voilà. Et cette bande-son a été dirigée par Christophe Rousset et son orchestre des talents lyriques, donc des instruments de l'époque dite baroque. La musique qui se trouve être composée entre 1600 et 1750, qui porte ce nom. L'enregistrement de la bande originale a été fait à la salle de l'Arsenal de Metz en juillet 1993. Cet arsenal, réinventé par Riccardo Bofill 4 ans auparavant, en 1989. Voilà, je vous ai tout dit. Alors maintenant, place à la musique. Eh bien, pour commencer, un air d'un opéra de Riccardo Brocci, écrit en collaboration avec Hasse, qui ne pouvait pas être présent en Angleterre quand cet opéra a été créé. On est en 1734. Voici l'air d'Arbas d'après l'opéra Artaxerxès. Très vite, on comprend que ces Castra avaient des airs de grande virtuosité. C'était du théâtre, évidemment, l'opéra, mais avec sans doute, et c'est ce que Handel a reproché à l'opéra, on va en reparler juste après, de donner trop de place à la virtuosité au détriment de l'expression. Voici une pièce instrumentale du même Riccardo Brocci. Donc, il était né en 1698 et mort en 1756. Voici donc une musique de ce film et tout à fait contemporaine du personnage de Farinelli.
Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Un troisième extrait musical de Riccardo Broschi, le frère de Farinelli, un air de son opéra qui s'appelle Idaspe, créé à Venise en 1730, c'est l'air de Darius. Dans ce film, on voit aussi Johann Adolf Haas, compositeur allemand, né en 1699 et mort en 1783, mort à Venise d'ailleurs, très présent en Italie, des différents États allemands, en Autriche, en Pologne et en Angleterre. À l'occasion, il a écrit une soixantaine d'opéras et de la musique religieuse. Voici de Haas un extrait de son opéra Cléophide, créé à Dresde en 1731, l'air de Porro. Dans ce film, Farinelli, on trouve aussi de la musique instrumentale, l'ouverture de l'opéra Artaxerxès dont je parlais tout à l'heure, mais dans la version vénitienne en 1730, musique de Haas. On trouve aussi des œuvres de Nicolas Porpora, bien connu des élèves de chant parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages pédagogiques sur le chant qui sont encore en usage aujourd'hui. Compositeur, chanteur lui-même, qui a eu Haydn comme élève et qui a vécu entre l'Italie de sa naissance, Naples, l'Autriche, l'Angleterre. Et notamment, donc, en 1735, il est à Londres pour créer un opéra qui s'appelle Polifemo. Alors, je précise qu'en Angleterre, on ne fait que des opéras en langue italienne, y compris tous ceux de Handel. Donc, ce qui explique le titre. Voici l'air d'Accio dans l'opéra Polifemo.
Alors passons à Handel quand même, né à Halle en Allemagne en 1685, la même année que Jean-Sébastien Bach, qu'il a bien connu, avec qui il était en bonne relation, est mort à Londres en 1759, donc après une vie bien remplie. Une carrière allemande tout d'abord dans différents lieux, puis en Italie pendant 4 ans, ce qui lui donnera l'occasion de faire de l'opéra justement en italien de première main. Il retourne brièvement en Allemagne avant d'aller en Angleterre en 1712. Il restera 47 ans jusqu'à sa mort. Il ne quittera plus l'Angleterre où il fera 40 opéras en langue italienne et aussi à la fin, quand il commençait à avoir des soucis existentiels avec l'opéra italien, il se mettra à l'oratorio, cette fois-ci en langue anglaise, avec un succès qui ne se démentira pas, le dernier étant de 1757, excusez du peu. Voici donc, pour commencer, un tube des tubes qui est l'air d'Almirène de Rinaldo, de l'opéra Rinaldo. Exceptionnellement, il est chanté par la chanteuse féminine avec sa voix féminine, puisque c'est un air féminin. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Donc Rinaldo, un des premiers opéras que Handel fera représenter à Londres en 1711, avec un air de Rinaldo proprement dit maintenant, donc avec une voix qui essaye de retrouver le son des castrats de l'époque de Handel et donc de Farinelli qui a créé sans doute ce rôle à l'époque. Alors, il n'y a pas que de la virtuosité extravagante, il y a aussi beaucoup de lyrisme dans ces opéras. En tout cas, un très bel opéra dont je vous propose quelques notes de son ouverture, donc ce qui commence avant le chant, parce que cette musique sert aussi dans le film comme musique d'accompagnement, l'ouverture de Rinaldo de Handel.
reconnaîtra le style français, donc hérité de Lully justement, et qui fait fureur dans l'ouverture d'opéra à la française que nous venons d'écouter, donc jusqu'en Angleterre. Et pour terminer, un extrait très touchant d'une musique de Pergolèse, musicien mort à 26 ans en 1736, mais qui a laissé quelques opéras bouffes d'anthologie, un Stabat Mater et différentes pièces religieuses, dont ce Salve Regina, donc musique religieuse de Jean-Baptiste Pergolèse, né en 1710, mort en 1736. Et voilà, quelques aperçus donc de la musique que l'on peut trouver dans ce film Farinelli, à revoir avec beaucoup de plaisir, j'espère, si vous en avez l'occasion. Voici Salve Regina et à bientôt pour d'autres aventures cinématographico-musicales.